Yannick Sinner a enfin mis fin à sa série noire. Après 5 défaites consécutives contre Carlos Alcaraz, la 6e a vu l'Italien renverser la vapeur et soulever son 4e titre en Grand Chelem, ici à Wimbledon. Et pourtant, ce sacre aurait pu ne jamais arriver. Sinner a dû survivre à son 8e de finale contre Grigor Dimitrov, mené 2-7 à rien avant l'abandon du Bulgare. Entre résilience et talent pur, l'Italien a construit sa victoire point après point, brisant l'hégémonie d'Alcaraz et réinventant sa légende sur le gazon londonien. Replongeons ensemble dans l'édition 2025 de Wimbledon, décortiquons chaque tournant, chaque nuance tactique et ce qui rend ce triomphe si exceptionnel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on fait une petite pause pour parler de notre partenaire Match en Direct. C'est l'application mobile gratuite qu'il vous faut pour suivre en temps réel tous vos sports préférés. Tennis, bien sûr, mais aussi volley, basket, rugby, football. Avec plus de 2,5 millions d'utilisateurs, Match en Direct, c'est avant tout une vraie communauté de passionnés, idéale pour suivre Wimbledon et tous les tournois qui arrivent. Pendant notre vidéo, vous verrez plusieurs screenshots de l'application pour revenir sur certains résultats marquants. Et si vous voulez discuter en live des échanges de vos joueurs favoris, foncez sur le forum des matchs. On y échange, on se chamaille, partage la passion. Alors pour ne rien manquer de vos tournois et de vos équipes préférées, téléchargez dès maintenant Match en Direct. C'est une application gratuite sur iOS et Android. Lien dans la description et je te mets également le QR code que tu peux scanner pour pouvoir ensuite accéder à l'application. Un grand merci à Match en Direct pour avoir soutenu notre projet. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet avec la finale qui opposait Carlos Alcaraz à Yannick Sinner. Et c'est Yannick Sinner qui s'impose en 4-7 contre Carlos Alcaraz, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 en un peu plus de 3 heures de jeu. L'Italien qui prend sa revanche sur sa défaite en finale de Roland-Garros dans un match où globalement il aura montré un meilleur visage que son adversaire. Dans le premier set, c'est bien l'Italien qui va faire le break rapidement pour mener 3-2, puis 4-2 avant de se faire débreaker. Et là, on va voir un Espagnol qui va prendre les 4 jeux suivants et il va faire parler un petit peu sa magie, notamment dans le jeu à 5-4 avec ce break sur balle de 7 où il lâche sa main. Enfin, c'est assez incroyable et on pensait que le momentum était côté espagnol et pourtant, dans le deuxième set, on a Carlos Alcaraz qui lâche son engagement dans le premier jeu de ce set et ça commence à tourner. On sent un Italien qui n'en demandait pas tant. Lui qui venait de perdre ce premier set alors qu'il avait fait le break d'entrée. Derrière, il va sauver une balle de débreak. Et ensuite, il ne va plus se faire breaker de la partie avec différents schémas qui ont été assez intéressants. Celui qui a été le plus prépondérant quand même, c'est la faiblesse de la seconde balle de Carlos Alcaraz où Yannick Sinner s'est régalé dessus, sachant que l'Espagnol a remporté seulement 51% des points derrière sa deuxième balle. Il n'arrivait pas du tout à la protéger et avec un Yannick Sinner compact des deux côtés qui agressait sans cesse son adversaire, qui l'a poussé aussi à commettre énormément de doubles fautes. 7 doubles fautes avec seulement 53% de première balle. On a vu vraiment le service de l'Espagnol qui déclinait au fur et à mesure de la rencontre. Dans le troisième set, il est seulement 43% et 52% dans le quatrième set. À chaque fois, Sinner s'est fait plaisir vraiment sur cette seconde adverse. Et il a réussi à battre son adversaire vraiment en étant ultra agressif, en le prenant de vitesse, avec un jeu assez linéaire, ce qui est quand même assez rare de battre l'Espagnol dans cette configuration-là. Carlos Alcaraz, qui aura eu des hauts et des bas dans ce tournoi au niveau du service. Ça s'est encore vu là face à un relanceur de la trempe de Yannick Sinner qui a tout donné, qui réussissait à renvoyer long, profond, vraiment pour priver le plus sain de Carlos Alcaraz, qui était beaucoup plus constant également sur ses engagements, 62% de première balle, 75% de réussite derrière sa première balle. Donc ça, c'est comme l'Espagnol, mais 60% sur sa seconde balle. Franchement, il envoyait des missiles sur missiles, il changeait de direction aussi. Et l'Espagnol qui a manqué peut-être un petit peu de folie, de créativité, on l'a vu à la fin du premier set, mais qui n'a pas usé suffisamment, je trouve, du slice et qui derrière s'est vraiment exposé par rapport au jeu ultra agressif de son adversaire qui a fait 40 coups gagnants, 40 fautes directes. Lui, c'est 38 coups gagnants pour 36 fautes directes. Donc vraiment un Italien qui a su asphyxier l'Espagnol. Pas de 6e victoire consécutive pour Carlos Alcaraz. Yannick Sinner a mis fin à la série noire, sachant qu'il est resté sur 5 défaites de suite contre l'Espagnol. Et là, il arrive à battre Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon
En plus, c'était un petit peu le terrain de chasse de l'Espagnol, étant donné qu'il est resté sur 2 titres consécutifs et des titres pas contre n'importe qui, contre Novak Djokovic. Et là, Yannick Sinner, il a su prendre le meilleur sur son adversaire, lui qui était le dernier joueur à l'avoir battu sur le gazon londonien, c'était en 2022. En tout cas, on peut dire qu'il est clairement miraculé dans ce tournoi italien parce qu'il n'aurait jamais dû être en finale, étant donné que dans son match contre Grigor Dimitrov au 4e tour, le Bulgare va mener 2-7 à rien, à 2 partout au moment de servir. Il va avoir une douleur au muscle pectoral et pour la 5e fois consécutive en major, il va devoir abandonner. Donc ça, c'est tragique. Mais ensuite, Yannick Sinner, il a su capitaliser sur ça. Il y a eu une gêne au coude quand même dans ce match contre Grigor Dimitrov où après, ça s'est beaucoup mieux passé sur son match contre Ben Shelton et contre Novak Djokovic en demi-finale avant de venir à bout de son rival en finale, Carlos Alcaraz. Et du coup, il décroche son premier sacre en majeur qui n'est pas sur dur, son 4e trophée du Grand Chelem. Il a 2 Open d'Australie, un US Open et maintenant un Wimbledon. Et je pense que cette victoire, elle est importante pour lui, pour la rivalité entre Alcaraz et Sinner. Comme ça, quelques semaines après, se remettre dedans, parce qu'il a eu des balles de match à Roland-Garros, il aurait très bien pu s'imposer là-bas, dans un match homérique, et derrière, c'est un petit peu la douche froide. Là, être en mesure de trouver des clés sur une autre surface, sur un terrain en plus, qui est plus à son adversaire, où Yannick Sinner, il a tout à montrer sur gazon, je pense que ça peut être très intéressant pour la suite, d'autant plus que là, on arrive dans la partie de chasse un petit peu de Yannick Sinner, avec des durs un peu plus rapides de l'indoor, où il va pouvoir capitaliser sur tout ça. Et il revient à 1540 points à la race de Carlos Alcaraz. Donc tout est encore possible pour cette place de numéro 1 mondial à la fin de saison. Pas de triplé à Wimbledon pour Carlos Alcaraz, pas de 2e doublé Roland-Garros, Wimbledon pour l'Espagnol, en tout cas tout au long de cette quinzaine. Il aura fait parler sa magie avec des hauts et des bas. On se souvient de ses matchs contre Fognini, où des fois son service n'était pas encore là. Ça a été compliqué aussi contre André Roublev, mais il a su être présent parce que sur cette surface, sa créativité parle et à chaque fois, c'est assez incroyable ce qu'il est capable de faire. Mais comme en 2022, il a trouvé son maître une fois de plus à Wimbledon. En tout cas, les 7 derniers grands chelems ont été remportés soit par Alcaraz, soit par Yannick Sinner, ce qui marque un vrai tournant à la fin du Big Three. Finalement, on est rentré dans une nouvelle ère de façon assez automatique. Il n'y a pas eu de période de battement, sachant que fin 2023, Novak Djokovic triomphait à l'US Open. Et ensuite, on est parti sur du Sinner et du Alcaraz. Et je pense qu'on va se régaler dans les années à venir avec cette rivalité. Concernant les 2 autres demi-finalistes, Taylor Fritz n'a pas démérité, lui non plus dans ce tournoi à Wimbledon, sachant qu'il a eu des matchs très compliqués, que ça soit d'entrée contre Mbecci, ensuite contre Diallo, et pourtant, il a réussi à être en demi-finale. Lui qui avait une saison un petit peu mitigée, avec pas mal de blessures, il s'est retrouvé de santé sur gazon, il a capitalisé sur cette confiance, et contre Carlos Alcaraz, dans des conditions très chaudes, ça a été plutôt un match de serveur, où il a su profiter d'un très mauvais jeu de la part de Carlos Alcaraz pour prendre le 2e set. Et ensuite, il a ça de l'emmener dans un 5e set. Mais l'Espagnol a fait parler sa magie. Et concernant l'autre demi-finaliste, Novak Djokovic, qui a 38 ans, reste sur 3 demi-finales consécutives en majeur. C'est assez incroyable ce qu'il est capable de faire. Par contre, il a clairement montré son plafond de verre quand il rencontre du Alcaraz ou du Sinner. Là, il était diminué. Clairement, on l'a vu sur ses déplacements suite à sa chute contre Koboli. C'était pas la même qualité de mobilité de la part du Serbe. Par contre, Yannick Sinner a vraiment la recette pour lui faire mal, pour le faire déjouer. Et ça paraît compliqué de voir Novak Djokovic soulever un trophée du Grand Chelem en battant coup sur coup l'Espagnol et l'Italien. Parce que cette marge, mine de rien, elle se grignote petit à petit. Elle est encore visible en majeur. Elle l'est moins quand c'est en 2-7 gagnant, mais ça va finir par arriver. Alors profitons tant que nous pouvons de Novak Djokovic. Du côté des dames, Iga Świątek devient la 9e championne différente lors des 9 dernières éditions de Wimbledon. 8e joueuse à avoir remporté un majeur sur chaque surface. Il ne lui manque que l'Open d'Australie pour compléter la collection. Et c'est assez fou car c'est son premier titre remporté depuis 14 mois. Et c'est à Wimbledon, pas sur terre battue, où elle a quand même fait une quinzaine assez bonne. Il y a eu cette alerte au premier set, au 2e tour contre McNally. Mais derrière, elle a quasiment roulé sur tous ses adversaires et elle finit en apothéose avec une victoire 6-0. 6-0, il faut remonter à Wimbledon 1911 pour voir une finale sur le gazon londonien se terminer sur ce score. On a eu une Polonaise qui a été parfaite et Anisimova, l'américaine, qui est passée un petit peu à côté du rendez-vous. On l'a vu en pleurs à la fin du match. Iga, elle revient top 3 et Anisimova, elle passe 7e. Pour rappel quand même, Świątek, elle avait triomphé chez les juniors ici même en 2018. Bon, après, cela n'enlève rien au parcours d'Anisimova qui est quand même assez exceptionnel par rapport à tout ce qu'elle a traversé. Elle n'a que 23 ans
mais elle a un sacré parcours de vie. Elle fait cette demi-finale à Roland-Garros en 2019 où elle cale contre Ashleigh Barty. À la fin de l'année de 2019, elle perd son papa qui était son entraîneur. Elle va mettre du temps à s'en remettre. Ensuite, elle va passer par la case burn-out en 2023. Et là, la voir en finale de majeur en 2025 par rapport à tout ça, sur des très très gros combats où elle sort quand même Sabalenka, elle a fait un gros match contre Pavlyuchenkova. C'est assez fou et c'est vraiment une très très belle histoire. Elle a encore toute sa carrière devant elle, même s'il va falloir surveiller bien sûr cet aspect un petit peu mental dans les moments chauds, dans les fins de tournoi, de ne pas passer à côté de son rendez-vous comme ça a été le cas en finale de Wimbledon. Sabalenka justement a encore trébuché contre une américaine après Keys en finale de l'Open d'Australie, Gauff en finale de Roland-Garros. Bon là c'était Anisimova en demi-finale. C'est vrai qu'on a une joueuse qui est ultra constante, qui est là, qui fait la différence. Mais sur ces grands rendez-vous, il lui manque un petit truc parce qu'à chaque fois, elle va vraiment devoir corriger le tir, même si c'est la joueuse qu'on voit le plus fréquemment en fin de tournoi cette saison, donc elle mérite son statut de numéro 1 mondial. Mais voilà, si elle veut de nouveau gagner des majeurs, il va falloir aussi qu'elle se questionne par rapport à ce qu'elle a pu montrer et ces moments voilà, où elle dégoupille un petit peu pour se questionner, faire évoluer son jeu. Et l'autre demi-finaliste, c'était Belinda Bencic. Bencic qui a été maman en 2024, qui a été 489e en début de saison, qui te tape un 8e à l'Open d'Australie, la une demi à Wimbledon où elle sort notamment Mira Andreeva. Elle va revenir dans le top 20. C'est la deuxième belle histoire de ce troisième major de l'année. Avant de faire le bilan de cette édition 2025 de Wimbledon, une pause pour te dire que si tu ne connais pas, nous, c'est Games 10 Talk et on aime raconter des histoires passionnantes autour du tennis et décrypter l'actualité de ce magnifique sport. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Djokovic match sur le bouton pour t'abonner et tu cliques sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Et il faut savoir que depuis la rentrée de septembre 2023, on a Joris qui est en alternance sur notre média, qui fait banger sur banger. Mais la première année, on a le droit des aides de l'État, mais sur la seconde année, ces aides ont disparu. C'est pourquoi on avait lancé une campagne de financement participatif sur Tipeee pour que tu puisses nous soutenir à la hauteur de tes moyens. On a mis en place 2 offres, une à 2 € par mois, une à 5 € par mois qui te donne accès à du contenu exclusif. Mais bien évidemment, toute donation ponctuelle est appréciée. Un grand merci à toi si tu fais partie de nos donateurs. Au-delà des 4 demi-finalistes, dames et messieurs, qui ont plus ou moins réussi leur tournoi, comme d'habitude, Wimbledon a réservé son lot de top et de flop. On va commencer par le positif et nous avons eu plusieurs bonnes surprises dans cette édition 2025 du Grand Chelem londonien. À commencer par le Danois de 27 ans, August Holmgren, que je ne connaissais pas du tout, pour être honnête avec toi, qui réussit à faire un 3e tour. Il s'incline en 3-7 contre Alex de Minaur. Il aura fait des gros combats, notamment un 5-7 contre Thomas Marach, lui qui était passé par les qualifications et qui avait sorti Wawrinka en 5-7 également. Khachanov, de Minaur et Cobolli ont tous les trois fait un très bon tournoi. Le Russe, lui, il a su se faufiler dans un tableau assez ouvert. Il a fait parler son expérience, sa régularité en majeur, même si derrière, pour passer le palier des quarts de finale contre Taylor Fritz, ça a été compliqué. De Minaur et Cobolli, qui ont été les adversaires respectifs de Novak Djokovic en 8e et en quart, ont également fait un très bon match contre le Serbe. Franchement, Alex de Minaur m'a épaté, même s'il a toujours quelques lacunes au service, que son coup droit a craqué sur certains moments. Il a vraiment appliqué un très bon schéma de jeu contre le Serbe en jouant des balles au centre, en ne donnant pas d'angle avec ses frappes très tendues, ce qui a empêché un petit peu Novak Djokovic d'être offensif comme il le souhaitait, de changer de direction. Et Cobolli, l'Italien qui avait fait parler de lui en 2024, qui s'était un petit peu calmé sur ce premier semestre, qui s'était fait assez discret, il est revenu de nulle part à Wimbledon avec d'énormes progrès au service, où franchement ses premières à plus de 200 km/h c'était assez fou contre Marin Cilic, contre Novak Djokovic, où il a sauvé plusieurs balles de break, un jeu très créatif avec une puissance de feu côté coup droit, quelques lacunes sur sa seconde balle, où il s'est fait manger d'ailleurs contre le Serbe, et également côté revers, où il avait du mal, notamment sur ses changements de direction, où Djokovic, voilà, il redirigeait le jeu pas mal sur son revers, il a pas mal craqué. Mais franchement, si l'Italien qui fait son apparition dans le top 20 arrive à trouver de la régularité, de la constance, il a toutes les armes pour briller sur n'importe quelle surface et pour vraiment intégrer le top 10. Shelton, l'assurance tout risque en Grand Chelem, sachant qu'il fait une demi à l'Open d'Australie, un 8e à Roland-Garros et un quart à Wimbledon. À chaque fois, il perd contre Sinner ou Alcaraz. Donc franchement, dans ces grands rendez-vous, on peut compter sur lui, même si son jeu a quand même certaines lacunes. Il avait fait un très bon match contre Alcaraz à Roland-Garros. Là, Wimbledon contre un Yannick Sinner qu'on pensait un petit peu diminuer, qui globalement a fait un match assez régulier par rapport à ce qu'il avait montré contre Grigor Dimitrov. Shelton, hormis sa première balle où il a 80% de points gagnés derrière, par la suite ça a été compliqué du fond, où Yannick Sinner a tout fait mieux que lui. Son coup droit
qui craque, où il a beaucoup trop forcé avec ce rebond bas qui ne l'avantage pas forcément. Il préfère avoir du temps sur son coup droit de gaucher. Et également côté revers, là où il s'est fait manger également dans cette diagonale-là, il a essayé de slicer, mais bon, c'était pas le slice de Grigor Dimitrov. Donc il va devoir encore passer un step pour se montrer plus constant et aller plus haut dans ces grands tournois. Grigor Dimitrov, parlons-en justement, qui pour moi reste un top malgré cette fin tragique et ce 5e abandon consécutif en Grand Chelem, qui avait fait un match parfait contre Yannick Sinner. Il menait 2-7 à rien, 2 partout dans le 3e set, et il y a cette blessure au muscle pectoral quand il va se mettre à servir avec un plan de jeu ultra appliqué où il a vraiment profité des spécificités de la surface du gazon pour contrer le jeu linéaire de Yannick Sinner avec sa créativité, son slice, pour ralentir le jeu, pour derrière tourner avec son coup droit, monter au filet. Il a très bien servi et c'est dommage parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Grigor Dimitrov livrer un tel match. Mais derrière, il s'est fait encore rattraper par son physique. Du côté des dames, Sigmund et Pavlyuchenkova, les deux joueuses qui ont rallié les quarts de finale et qui se sont inclinées. L'Allemande, 104e mondiale, 37 ans, a fait un sacré match contre Aryna Sabalenka en quart de finale où elle aurait vraiment pu gagner. Derrière, elle craque un petit peu. Pavlyuchenkova, 50e mondiale, 34 ans, elle s'incline en 2 sets en quart de finale contre Anisimova. Elle fait un bon 2e set, elle est toujours menaçante, la Russe, sachant qu'elle a cette expérience des majeurs et il faut toujours compter sur elle. Elle avait d'ailleurs fait des gros combats contre Tomljanovic et Osaka. Et maintenant, on arrive au flop et la liste est très longue. Franchement, j'ai fait une liste de courses de pas mal de flops et c'est un peu ce qu'on a vu sur les premiers jours en tout cas à Wimbledon avec beaucoup de surprises, de têtes de série qui sont tombées très rapidement. À commencer par Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas, symbole d'une génération ratée, d'une génération maudite. Daniil Medvedev qui s'incline contre Benjamin Bonzi. Pourtant, le Russe retrouvait quelques couleurs sur gazon, qui est pour moi sa 2e meilleure surface. Il restait sur 2 demi-finales consécutives à Wimbledon et je le voyais pas perdre aussi rapidement au premier tour comme ça. Et pourtant, il s'est fait rattraper par une qualité de service un petit peu trop fluctuante, notamment sur sa seconde balle, avec 12 doubles fautes, 43% de points gagnés derrière. Il a très vite dégoupillé dans l'échange avec 48 fautes directes. Et tout le mérite revient à Benjamin Bonzi, qui a fait un très bon match, qui a pris sa chance, qui a su aller de l'avant avec 68% de réussite au filet. Et cette défaite se rajoute à cette liste en 2025 concernant Daniil Medvedev en majeur, où il n'y est plus. Une défaite contre Tien à l'Open d'Australie et contre Cameron Norrie à Roland Garros. Et maintenant, Benjamin Bonzi est le 3e homme à le battre en majeur, ce qui fait que Daniil Medvedev n'y arrive plus dans ce format. Et un autre qui peine aussi, c'est Stefanos Tsitsipas, qui a pris les services de Goran Ivanisevic, d'ailleurs qu'il a bien taillé, le grec. Et lui, Tsitsipas, c'est encore pire, sachant qu'il a abandonné, il était mené 2-7 à rien contre Valentin Royer. Un autre Français, on a eu un Stefanos Tsitsipas qui peine, qui en plus de ses lacunes qu'on a identifiées, que ce soit à la relance et au revers, n'arrive plus à profiter de ses forces, son service et son coup droit, où on peut l'expliquer par des blessures qui peinent à se résorber, notamment au dos, ou depuis sa finale à l'Open d'Australie, qui remonte maintenant en 2023, c'est beaucoup plus compliqué pour lui et son physique finalement a été un vrai coup d'arrêt. Holger Rune a guère fait mieux avec une élimination en 5-7 contre Nicolas Jarry alors qu'il menait 2-7 à rien. On a eu un Danois qui a bien commencé ce match et qui ensuite a décliné, là où le Chilien a haussé le ton au service et on sait la stratégie un petit peu aléatoire du Danois à la relance. Là forcément il s'est exposé. Un autre joueur qui a perdu d'entrée en 5-7 contre un autre Français, c'est Alexander Zverev qui s'incline contre Arthur Rinderknecht dans un match où il n'a pas réussi à breaker Rinderknecht et on voit vraiment toutes les lacunes de Zverev sur cette surface, d'autant plus après son opération et sa blessure contractée à Roland Garros 2022 où il a perdu un petit pas à la relance, un petit peu moins réactif. C'est compliqué les déplacements pour ce grand gabarit sur une surface où on a un centre de gravité très bas et toujours un Alexander Zverev très passif, là où Rinderknecht lui a pris le filet d'assaut. Il finit sur un excellent revers croisé et Zverev va vraiment devoir se remettre en question parce que pour le moment il arrive comme ça à se maintenir sur quelques performances par-ci par-là. Il a cette finale à l'Open d'Australie, on ne va pas lui ôter, mais derrière quand même le visage un petit peu de son jeu et de son évolution, ça stagne, voire ça régresse. Jack Draper et Alexander Bublik, qui auraient pu se rencontrer au 3e tour de ce tournoi de Wimbledon, ont tous les deux déçu. On avait beaucoup d'attentes quand même sur eux, qui avaient fait une bonne préparation en tout cas pour le Kazakhstanais. Jack Draper joue à domicile et c'est presque le 3e homme de cette saison 2025. Pourtant, l'un s'est incliné contre Raume Munar, donc Alexander Bublik qui perd d'entrée contre l'Espagnol, et l'autre contre un revenant Marin Cilic qui fait partie des tops quand même de ce Wimbledon, qui est toujours très menaçant sur le gazon, avec un Jack Draper qui a été un petit peu trop passif face à un Cilic qui lui a été ultra offensif.
qui a bien pris le filet d'assaut, qui a bien contré le coup droit de son adversaire, Jack Draper, qui avait peut-être un petit peu de fatigue, de pression. Après un excellent premier semestre, il va falloir le surveiller sur ce second semestre pour voir s'il arrive à retrouver un petit peu de jus. Tommy Paul, sur le retour, lui n'a pas su défendre son quart de finale et s'est incliné au second tour contre Hoffner, l'Autrichien. Là, on n'est même plus sur un flop, mais sur la normalité, on se jabber qui abandonne au premier tour contre Tomova. À 30 ans, la Tunisienne a laissé passer sa chance en majeur et c'est vraiment dommage parce que c'est une joueuse qu'on adore. Il en va de même pour Coco Gauff qui s'incline au premier tour en 2-7 contre Yastremska. L'américaine qui a quand même fait 3 huitièmes de finale à Wimbledon peine sur cette surface où elle est beaucoup plus exposée, d'autant plus après son sacre à Roland Garros qu'il va falloir qu'elle digère. Pegula s'incline d'entrée contre Cocciaretto. Il y a eu ce titre de l'américaine sur gazon sur ce tournoi de préparation, mais derrière c'est quand même pas sa surface et elle aussi, elle plafonne un petit peu. Elle a fait quelques points voilà, sur le second semestre de 2024, donc elle va avoir pas mal de choses à défendre là sur la fin d'année. Ça va être intéressant à surveiller. Dès qu'elle arrive sur son continent, elle arrive à retrouver des couleurs. Zeng qui s'incline contre Siniakova d'entrée aussi. Bon, contre Siniakova, c'est toujours un tour piège, d'autant plus que Zeng peine à confirmer ce qu'elle a montré en 2024. C'est toujours très difficile cette année de la confirmation quand tu as beaucoup de points à défendre. Bon, on l'a vu d'ailleurs aussi avec Jasmine Paolini, finaliste sortante de l'édition 2024, qui s'incline aussi assez rapidement dans ce tournoi de Wimbledon au deuxième tour contre Rakimova. Krejcikova, elle, la lauréate surprise de 2024, aura réussi à passer un tour de plus où elle perd dans un gros combat contre Emma Navarro. Et Tebakina, ancienne joueuse titrée ici, qui s'incline en 2-7 contre Towson. Je vais avoir également un mot sur Mira Andreeva. On ne peut pas dire que c'est un flop parce qu'elle a tenu son rang, elle arrive en quart de finale. Mais depuis son premier trimestre où elle a eu ses 2 titres en WTA 1000, où je trouvais vraiment qu'elle avait fait un déclic, là, c'est beaucoup plus compliqué de par l'attitude, l'énergie aussi qu'elle met sur le court, ses choix tactiques douteux contre Bencic où elle s'incline en 2-7. Elle est encore jeune, pas d'inquiétude. Mais pour moi, il va falloir qu'elle se remette en question, qu'elle arrive justement à passer ses paliers des quarts de finale pour retrouver ce qui lui a permis de triompher assez rapidement dans l'année où on la sentait lancer comme une flèche. Et là, ça commence à ralentir un petit peu, même si encore une fois, elle ne s'est pas inclinée au premier tour. Elle a réussi à aller en quart de finale, donc on ne peut pas parler vraiment de contre-performance. D'une façon générale, si on tire un bilan sur cette édition 2025 de Wimbledon, on a eu plusieurs surprises dans les premiers tours, donc on se dit c'est génial, il y a plein de têtes de série qui tombent, on a des nouveaux profils qui pop, mais la problématique, c'est que derrière, ça génère des matchs un petit peu convenus parce que ces surprises vont rencontrer des têtes de série, des joueurs beaucoup plus stables, beaucoup plus réguliers et ils vont pas pouvoir donner le change. Ils ont été capables ponctuellement comme ça de faire une grosse performance, mais par la suite, ça va être beaucoup plus normal, ce qui fait qu'on passe par plusieurs émotions, la surprise, l'animation des premiers tours et derrière, on laisse place un petit peu à l'ennui jusqu'à ces demi-finales qu'on attendait. Notamment le Sinner Djokovic ou même un Fritz Alcaraz. On se dit bon, ça va raviver un petit peu la flamme. Donc c'est un peu en demi-teinte, c'était un petit peu décousu ce tournoi de Wimbledon et c'est normal parce que sur gazon, il y a très peu de préparation, il faut enchaîner après la terre battue, c'est une surface avec ses propres spécificités où les joueurs ne peuvent pas forcément avoir cette adaptabilité nécessaire. On l'a vu, les faux rebonds, des joueurs qui vont faire parler un petit peu plus leur créativité, des gros serveurs aussi qui peuvent profiter d'un mauvais jour à la relance de leurs adversaires, l'organisation aussi qui elle est toujours compliquée avec ce couvre-feu, le fait qu'il démarre assez tard, le fait de mettre le toit, pas le toit. Donc à chaque fois, on a le droit à pas mal de surprises et c'est le cas chaque année. On se rappelle d'ailleurs de cette édition 2013, même si c'était passé avec Eubanks plus récemment. Mais du coup, voilà, je suis un peu partagé sur ce tournoi de 2025. Je suis curieux d'avoir ton avis. Toi, dans les commentaires, qu'est-ce que tu en as pensé? Quelle note sur 10 tu mets à ce tournoi de Wimbledon? Si on prend l'intégralité, je parle bien des 15 jours. Peut-être tu vas réussir aussi à compléter cette liste parce que j'ai abordé quelques tops, beaucoup de flops, mais j'en ai peut-être oublié qu'il s'est passé tellement de choses. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir en débattre avec toi. Et c'est également le moment de vous remercier, vous, qui êtes derrière l'écran, qui regardez toutes nos vidéos, qui nous donnez de la force. Voilà, que nos vidéos vous plaisent ou vous déplaisent, elles font réagir et c'est le but, justement, créer du débat. On a une croissance folle depuis Roland Garros et tout ça, c'est grâce à vous. Alors un grand merci et c'est l'occasion aussi de remercier toute l'équipe de Games Talk parce qu'encore une fois, c'est un projet collectif, Joris, qui vous fait banger sur banger, qui passe vraiment du temps sur toutes ces vidéos. Et Robin qui anime les réseaux sociaux de main de maître et également les lives, on l'a vu tous les jours, vous faire un récap d'1 heure. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc un grand merci les gars. D'ailleurs, tu retrouveras Rob ce lundi en live pour un grand récap de cette quinzaine. On va dresser vraiment le bilan avant le fameux break estival. Il y aura une autre vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Et ensuite, on va raccrocher les raquettes, le temps de souffler un petit peu cet été et de revenir en force
pour la tournée américaine qui va arriver assez rapidement avec les 2 Masters 1000, puis en ligne de mire, l'US Open. Mais ne t'inquiète pas, si tu veux t'occuper, je t'invite à aller voir cette vidéo qui retrace une rivalité mythique entre Roger Federer et Novak Djokovic.